La maison d'Emmaüs était donc devenue à la fois un lieu, auberge et communauté de bâtisseurs. Bâtisseurs illégaux, entourés de tracasseries, mais les maisons poussées. Je me rappelle un jour, le ministre m'interpellait, c'était un camarade de guerre, et nous pouvions nous parler très librement. Et comme il me reprochait tout ce qu'il y avait d'illégal dans ce que nous faisions, je lui disais, mais puisque tu n'es pas capable de donner à ces travailleurs pauvres le moyen d'être dans la légalité, laisse-moi les faire rentrer illégalement dans ta légalité. Parce que je sais bien qu'une fois que j'aurai terminé telle cité où il y avait 18 logements en construction, quand les familles seront là, la viabilité qui manque et qui fait que nous avons été dans l'illégalité en bâtissant là, tu seras obligé de leur amener cette viabilité, de faire l'égout, l'eau, l'électricité, ce qui d'ailleurs est arrivé par la suite. Nous vivions ainsi de plus en plus nombreux. Mais un jour, je quittais le Parlement. Je refusais une loi électorale que je pensais tout à fait malfaisante, malhonnête, qu'on appelait les apparentements. Et je n'avais, comme le suicider, je devenais libre, mais il n'y avait plus d'argent. À ce moment-là, nous étions 18 compagnons, nous bâtissions tout un village pour 19 familles, et du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Dire à mes compagnons, allez-vous-en, allez à l'asile, ils auraient été désespérés, pire qu'avant, maintenant qu'ils avaient connu cette fraternité, cette fierté de ce qu'ils faisaient ensemble. Dire aux familles, on ne terminera pas vos maisons, c'était impensable. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors pendant des jours, des semaines, on a continué à vivre en vendant tout ce qu'on pouvait de la maison. Finalement, on a vendu ma voiture. Et puis un soir, il n'y avait plus rien à vendre et rien à manger pour le lendemain. Alors, et c'est un des événements les plus importants de ma vie, certainement, plus que le jour où, moine, je décidai de demander à faire mes vœux perpétuels. Un soir, dans le secret, sans rien dire à personne, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour tout de suite, je suis parti dans les rues de Paris. Et j'ai commencé la première fois sur le boulevard Saint-Germain, en commençant à la Chambre des députés et en remontant le long de la Seine jusqu'à la place Maubert. Et j'ai mendié. Je donnais aux gens un petit papier qui expliquait comment des pauvres travaillaient gratuitement pour venir au secours des familles que la société aveugle, injuste, était incapable d'aider à se loger. Et quand j'ai eu de quoi manger pour 2 ou 3 jours, je suis rentré. La première nuit, il s'est produit ceci. Le lendemain matin, au courrier, je trouve une lettre. Et il y avait le tract que je donnais aux passants. Et à ce tract était épinglé un petit billet de banque. Et puis était écrit sur le tract, hier au soir sur le boulevard Saint-Germain, j'ai rencontré un prêtre, et cette rencontre m'a fait faire un retour vers Dieu de ma jeunesse. Longtemps, j'ai gardé épinglé au-dessus de mon lit ce petit papier en disant ça sera mon billet d'entrée à tarif réduit au paradis. Et nous avons ainsi continué. Mais pendant une semaine, les camarades ne savaient pas qu'ils mangeaient, qu'on pouvait continuer le travail parce que je mendiais. Mais un matin, ça a été la catastrophe. On tape à ma porte, 2 camarades en colère arrivent et ils me disent qu'est-ce que c'est que ça? Si nous, on va mendier parce qu'on veut aller s'amuser un soir, vous nous dites que c'est déshonorant. Et voilà que la voisine vient de passer devant la maison et elle nous dit qu'hier soir, sortant du cinéma sur un boulevard, elle vous a vu mendier. Vous nous l'interdisez, vous le faites. Qu'est-ce que c'est? Alors je leur ai expliqué, oui, mais il n'y avait plus rien à manger. C'est alors qu'un des camarades m'a dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il n'y a plus d'argent? Moi, dit-il, je sais en trouver. Je ris et je lui dis, oui, je sais que tu as été bien des fois en prison, que tu es très habile pour voler. Il me dit, oui, je sais voler, mais je connais aussi un autre moyen. Et il m'explique comment, quand il sortait d'hôpital ou de prison, il vivait en faisant le chiffonnier, en allant récupérer tout ce que notre société
de gaspillage, jette, en allant fouiller dans les ordures. Et moi, j'étais sceptique. Je lui dis oui, ça pouvait te permettre de t'acheter un morceau de pain, un litre de vin, mais c'est pas vrai que ça peut permettre à 18 compagnons de vivre et de bâtir. Et lui insiste, il me dit si vous travaillez avec nous, si on travaille méthodiquement, si vous nous empêchez de boire tout ce qu'on gagne, si on explique au public pourquoi on va récupérer tout ce qui est perdu, vous verrez qu'on aura assez pour vivre et encore du surplus qui nous permettra de continuer à venir au secours des familles désespérées sans logis. Et on a commencé. On a commencé avec des sacs sur le dos, un crochet à la main. Après quelques jours, on avait trouvé des vieilles voitures de bébé. Quelques jours après, quelques charrettes à bras. Et après un mois et demi environ, on a pu racheter une vieille camionnette. Oh, ce n'était pas des beaux camions comme il y a maintenant dans les communautés de chiffonniers d'Emmaüs. Je leur dis souvent à nos compagnons d'aujourd'hui, faites pas trop les fiers, n'oubliez jamais le commencement. S'il n'y avait pas eu des camarades courageux, si le bon Dieu n'avait pas fait que la première maison d'Emmaüs se soit trouvée en haut d'une rue en pente, ben vous n'existeriez pas, vous, aujourd'hui. Parce qu'on avait un si vieux taco, si vieux camion, que tous les matins, dans l'hiver, le froid, le seul moyen qui démarre pour qu'on ait de quoi manger, de quoi vivre, c'était de le jeter dans la descente. Si la rue n'avait pas été en pente, on n'aurait rien pu faire et on n'existerait pas aujourd'hui. Et petit à petit, l'équilibre se faisait. La moitié d'entre nous faisions le travail de chiffonnier, j'ai appris le métier, et l'autre moitié, avec le bénéfice, continuait à construire pour les familles sans logis. Petit à petit, des règles s'établissaient dans les communautés. Pas des règles théoriques, mais des règles qui venaient de la vie. Tous les dimanches matins, on se réunissait pour discuter le bien et le mal de la semaine passée, pour avoir la joie de voir les succès, les résultats qu'on avait pu obtenir, les familles qu'on avait sauvées. Je me souviens d'une famille, un soir, je passais à la tombée de la nuit, et je me souvenais que c'était des gens qu'on avait pris dans une cave, horriblement malheureux, et on les voit tous joyeux, dans leur maison éclairée. Et je m'aperçois que le papa avait accroché une petite pancarte à la porte de sa maison, il avait peint un bouquet de fleurs, et il avait écrit le nom de sa villa, la joie de vivre. Des règles, il n'y en a que 3 dans les communautés d'Emmaüs. La première, le travail. Le pain qu'on mange, on l'a gagné. On n'accepte pas de vivre de subventions. Si des gens veulent donner de l'argent, merci monsieur, on l'ajoutera au bénéfice du travail avec lequel on servira les autres. Mais notre subsistance, elle vient de notre travail. La deuxième règle, la communauté. Le travail de tous au service de tous. Pas plus pour un costaud qui peut beaucoup faire et moins pour un petit qui ne peut que éplucher les pommes de terre. C'est la mise en commun de tout. Loger, nourri, habillé, avec la sécurité sociale, mais tout partagé. On ne veut pas savoir le passé. C'est la vie de communauté, tous ensemble. Et puis la troisième règle. Après le travail et le partage, le service. C'est cette règle sans laquelle jamais les communautés d'Emmaüs n'auraient duré depuis 30 ans, n'auraient pu survivre et se développer. Cette règle qui dit, le but de notre travail, c'est de faire des bénéfices. Le plus possible, pour nous payer le luxe, nous, des pauvres, des gens perdus, humiliés, nous payer le luxe de devenir capables d'être des donateurs. Et parce qu'on est des travailleurs pas riches qui donnent, se faire les provocateurs. Pouvoir dire à toute la société, nous, avec vos ordures, en travaillant de tout notre cœur, on devient capable de donner des millions. Et vous, qui ne manquez de rien, qu'est-ce que vous faites pour venir au secours des détresses, pour que soient servis premiers les plus souffrants? Et la communauté grandissait sans cesse. Bientôt, il fallut en ouvrir une deuxième, puis une troisième. On achetait des terrains à crédit, on bâtissait pour nous-mêmes des baraquements. On devenait tellement nombreux qu'il y avait des compagnons qui devaient coucher sous la tente. L'hiver, il n'y avait pas de couverture suffisante. Il fallait, pour ne pas trop souffrir du froid, s'enfoncer dans les tas de papier en vrac qui étaient là aussi accumulés sous les tentes. Et en même temps affluaient les familles, car dès qu'on avait vu que nous bâtissions, se découvrait à nous ce dont nous n'avions jusqu'alors qu'une idée vague. Et nous découvrions tout d'un coup l'horreur des conditions des sans-logis et leur multitude. Je me rappelle un jour où j'ai vu arriver un garçon, un beau type d'ouvrier, en larmes, et qui me dit « Père, on vient d'emmener ma femme folle ».
Et il m'explique que depuis plusieurs années, il vivait dans, réfléchissez bien, une pièce de 3 mètres sur 4 mètres, 3 jeunes ménages, 2 sommiers posés en couchette l'un sur l'autre comme dans un bateau ou un train, un matelas posé par terre à côté, l'homme pleurait. Il m'expliquait, jamais seul, pas moyen de se laver, et il y avait 2 bébés, et on attendait une naissance. Dans 3 mètres sur 4 mètres, essayez de regarder une chambre de votre maison, 6 adultes, 2 bébés. Une des mamans était devenue folle. Et c'était tout le temps. Alors, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais on n'en pouvait plus. Et arriva, après près de 3 ans de notre travail caché, inconnu, de chiffonniers, bâtisseurs, qui bâtissaient avec le bénéfice qu'ils tiraient de ces ordures, arriva un hiver extraordinairement froid qui s'est abattu sur toute l'Europe. Le froid est descendu dans l'est de la France jusqu'à des moins 30. Dans Paris, il y a eu moins 15, moins 18 degrés, ce qui était tout à fait dramatique pour un pays qui n'est pas équipé pour de grands froids. Et pour une population qui, en si grand nombre dans ces premières années d'après la guerre, était encore sans logis. J'ai alors demandé à un ami sénateur de déposer un amendement, puisqu'on était en plein débat du budget national, un amendement au budget de la construction pour que 1 milliard de francs de l'époque immédiatement soit affecté à la construction de ce que j'appelais des logements d'urgence. Comme s'il y avait eu un tremblement de terre. On trouverait des crédits si un tremblement de terre frappait l'opinion et s'il y avait quelques dizaines de milliers de familles sans logis. Le débat est venu dans la nuit. Le matin, sortant de la chapelle, impatient, j'appelle au téléphone cet ami sénateur, l'ancien ministre Léo Hamon, et je lui dis alors, est-ce que ce crédit est voté? Et il me dit, la question n'a pu venir que vers 2 heures du matin. Tout le monde était fatigué. Le ministre a dit, mais il ne faut pas tellement se presser. D'ici peu, il y aura des pancartes logements à louer dans Paris. Et tout le monde fatigué a dit, il faut envoyer cela pour être examiné à la commission des lois, à la commission du logement. Et on a suspendu la séance pour aller dormir. Or, pendant qu'au téléphone, cet ami me disait cela, on tape à la porte. Je crie entrer. Et je vois entrer un papa. Un de ceux pour lesquels nous étions en train de bâtir leur maison. Mais parce qu'il était impatient d'être vite sorti de son taudis, il avait supplié qu'on le loge, lui, sa femme et son bébé, dans un vieux camion, sur le terrain même où il bâtissait avec nous sa maison, pour que dès qu'il sortait de l'usine, tout de suite, sans perdre une minute, il puisse accélérer sa construction. Il dormait donc là dans ce camion, avec un poêle. Et je vois cet homme qui sanglote et qui me dit, « Père, cette nuit, le poêle s'est éteint et ce matin, le bébé était mort de froid. » Au moment même où on me disait, les députés, le ministre ont dit plus tard pour le logement des désespérés, il y en a pour lesquels c'était trop tard. Toute la journée, j'ai été au secours de cette famille, en même temps que nous continuions nos chantiers. La nuit d'après, je ne pouvais plus dormir. Alors, vers 3 heures du matin, je me suis levé et au pied d'une statue de la Vierge, Notre-Dame des Pauvres, telle qu'elle est apparue en Belgique, à Banneux. Cette statue m'était arrivée depuis peu, envoyée par un de ceux que nous avions accueillis dans son désespoir. J'ai écrit une lettre publique au ministre. Je lui disais, monsieur le ministre, la nuit dernière, quand vous avez dit plus tard pour le logement des pauvres, il y en a pour lesquels c'était déjà trop tard. Je lui raconte la mort de ce bébé. Et je lui dis, nous, on n'est pas des gens méchants. On pense que peut-être vous ne savez pas. Alors on vous le demande, si vous êtes un homme, vous le ministre, demain, venez à l'enterrement de ce gosse d'ouvrier pour apporter publiquement le repentir national. Et j'ai été réveillé, mademoiselle Coutaz, ma vieille secrétaire, qui a maintenant 80 ans, qui depuis 35 ans travaille avec nous. Je lui ai dit, tapez vite beaucoup de copies de cette lettre. Et je suis parti dans la nuit, la glisser sous la porte du ministre, puis je l'ai donnée à la rédaction de tous les grands journaux de Paris. Si bien qu'au matin, la lettre ouverte de l'abbé Pierre au ministre de la Construction, lettre ouverte des chiffonniers bâtisseurs d'Emmaüs, paraissait en première page. Et voilà que le lendemain, lorsque, à 1 heure de l'après-midi, je partais pour aller à l'enterrement, le téléphone m'appelle et on me dit, un inconnu, je suis fonctionnaire au ministère, je ne suis pas chargé de vous avertir, mais me dit-il,
Le ministre a été sombre toute la matinée et brutalement, il vient de décider d'annuler tous ses rendez-vous de l'après-midi. Il n'a pas déjeuné, il est dans sa voiture sur la route, il va à l'enterrement. Je suis vite parti. Nos deux voitures se sont fermées la route. Il arrivait par un bout d'une impasse, moi par l'autre bout. Je suis descendu, je lui ai ouvert sa portière, je me suis mis à pleurer. Et je lui ai dit, c'est là. Et on a vu ce ministre, que j'aime beaucoup, car c'est un homme loyal, honnête. On l'a vu pendant 2 kilomètres, tête nue, marcher, au milieu d'une trentaine de pauvres chiffonniers. Et lorsque l'enterrement se terminait, le ministre a voulu dire quelques paroles. Je savais qu'il y a de la misère, mais jamais la souffrance des autres n'avait été la mienne comme aujourd'hui. Merci de m'avoir fait venir. Et il commence à dire, on va étudier la demande de l'abbé Pierre. Un de mes camarades chiffonniers l'a interrompu. Il a dit, monsieur le ministre, nous, on ne croit pas les paroles, on ne croit que les actes. Vous êtes venu, ça c'est un acte. Mais maintenant, au lieu de nous faire un discours, allez tout de suite dans votre ministère et faites ce que vous alliez nous promettre. Et nous, on va continuer, en attendant la loi, on va continuer à venir au secours des plus désespérés. La nuit, quand nous revenions avec nos camions pleins, on vidait les camions et puis on mettait dedans de la soupe chaude, des couvertures, des vêtements et on repartait dans les rues de Paris pour aller ramasser les gens. On avait planté des tentes dans plusieurs régions. La ville de Paris, au grand scandale des gens distingués qui trouvaient que ce n'était pas convenable. Et puis voilà qu'une nuit, moi je n'en pouvais plus. Les camarades m'avaient obligé à aller me coucher. Le matin, ils arrivent désespérés. Ils me disent, père, c'est plus possible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler la nuit et travailler le jour. L'État, les gens riches sont indifférents. Et ils me racontent que boulevard Sébastopol, en plein centre de Paris, ils viennent de ramasser dans la nuit une vieille femme. Elle était moribonde. Elle est morte pendant qu'ils la conduisaient à la police. Et sur elle, les policiers n'ont trouvé qu'un papier. C'était le papier de l'huissier qui, le matin même, avait expulsé cette vieille de son logement parce qu'elle était en retard de loyer. Et elle mourait comme cela. Alors, je me suis mis en colère. J'ai été à la radio, sans permis. Je me suis emparé du micro au moment du journal et j'ai crié au secours. J'ai raconté la mort de cette vieille femme et j'ai dit, il faut tout de suite nous apporter de quoi venir au secours. Nous apporter de l'argent, des vêtements, des couvertures, pour que nous puissions multiplier les abris de secours d'urgence. Il faut que dans tous les coins de Paris, il y ait des pancartes. Ici, on t'aime. Viens, toi qui es désespéré. Et alors, s'est produit le miracle. Un événement comme il ne s'en produit pas en beaucoup de siècles. Le temps de venir de la radio où j'avais lancé cet appel jusqu'à l'hôtel où j'avais dit apporter une foule. On a dit plus de 10 000 personnes en quelques minutes étaient dans les rues. La circulation n'était plus possible. Et à partir de ce moment, à cette adresse que j'avais indiquée dans Paris, dans un hôtel de luxe dont la propriétaire m'avait mis un étage entier à la disposition pour mettre à l'abri des personnes en péril, nous sont arrivés plus de 300 000 lettres. Plus d'1,5 million de dollars en quelques jours, en quelques semaines. C'était merveilleux et pour nous c'était terrible. Comment allions-nous être capables d'organiser tout cela? Il fallait multiplier les communautés. Et comment pourrions-nous? Nous avions à ce moment-là 4 groupes autour de Paris, environ 150, 160 hommes. Nous avions déjà logé une centaine de familles illégalement. Nous avions trouvé, comme on pouvait, des responsables parmi les compagnons. Mais il fallait en quelques mois, quelques semaines, quelques mois, multiplier de nouvelles fondations. Alors j'ai appelé à l'aide toutes sortes d'amis. J'ai créé une société légale de construction de logements à loyer modéré, comme on les appelle en France, HLM, créé des coopératives d'accession à la propriété, auxquelles je remettais tout ce capital, ce 1,5 million de dollars qui nous était arrivé. En même temps, on achetait des terrains et on ouvrait de nouvelles communautés. Il y en a qui se sont cassés la figure, qui n'ont pas pu tenir, parce que le responsable était dépassé. Porter le poids des autres, c'était trop lourd. Mais d'autres tenaient bon, se consolidaient. Actuellement, autour de Paris seulement, nos sociétés de construction ont un peu plus de 9 000 logements terminés, habités, 2 000 en accession à la propriété. Et un peu partout, à travers toutes les régions de France, des créations de sociétés analogues se sont faites. Mais surtout, le résultat le plus merveilleux,
a été de provoquer la mobilisation des pouvoirs publics. Devant cette émeute, ce soulèvement de l'opinion publique, le Parlement s'est réuni en séance extraordinaire et en quelques minutes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, a voté à l'unanimité 10 fois plus que le crédit qu'un mois plus tôt on avait renvoyé à plus tard. Il y a eu un crédit de 10 milliards de francs de l'époque pour la construction de logements d'urgence. 12 000 logements immédiatement ont été réalisés pour une valeur de 800 000 anciens francs, avec des programmes qui permettaient immédiatement de mettre à l'abri les familles. Beaucoup de ces logements ont duré toute une génération, depuis 25 ans. On commence à les faire disparaître, à les remplacer par des logements meilleurs. Mais à nous tout seuls, nous avons maintenant logé une population d'environ 50 000 habitants autour de Paris. Mais surtout, nous avons provoqué le démarrage d'une nouvelle politique du logement populaire en France. C'est de cette année 1954 que les crédits de logement populaire ont été doublés. Et en même temps, les communautés se multipliaient. Actuellement, il y en a une centaine à travers le monde. Rien qu'en France, 52 de ces communautés. Cela représente environ 1500 compagnons qui travaillent librement, volontaires. Ils peuvent partir quand ils veulent. Et ils donnent toute leur force pour venir en aide aux autres. Je me rappelle, dans les tout débuts, un soir, on revenait d'avoir logé une famille. Et tous les camarades étaient rentrés à la communauté. Un vieux charpentier, un merveilleux ouvrier, mais qui avait été un peu un brigand toute sa vie, était resté avec moi pour finir je ne sais quel dernier aménagement. On avait amené la famille, on leur avait cuit leur dîner, il y avait des fleurs sur la table, des rideaux aux fenêtres, ils étaient heureux comme tout. Et voilà que dans la nuit, quand avec ce vieux compagnon nous remontons la rue pour rentrer chez nous, à un moment il s'arrête, il me secoue et il me dit: Père, des gens comme moi, on est des bons à rien, on a eu de mauvaises vies. Mais quand même, dit-il, pour la petite famille là-bas qui est si heureuse, c'est nous, les bons à rien, qui avons été capables de faire ce que tant de types qui se prennent pour des bons à quelque chose ont jamais été fichus de faire. C'était la réhabilitation absolue, totale, pour cet homme à ses propres yeux. Il était devenu un autre homme. Je me rappelle un autre, il avait bu, il avait tout cassé, il avait blessé un camarade. On avait dû le fermer à clé dans un placard pour qu'il se calme. On ne voulait pas appeler la police. Et alors les autres avaient peur. Ils me disaient: Père, il faut qu'il s'en aille, ou nous on part, on a peur de lui. Quand il est dessoulé, je le prends. Je lui dis: on t'aime bien, tu es très courageux, très travailleur, mais les autres ont peur, regarde, tu as tout cassé, tu as blessé un camarade. Et cet homme se met à pleurer. Il tombe à genoux, il me serrait dans ses bras les jambes, et pleurant, il me dit: Père, battez-moi, laissez-moi sans manger, mais plus jamais ne me dites de partir. Et il me raconte sa vie. Il me raconte comment sa famille était misérable. Quand la guerre a commencé, il s'est engagé. À la débâcle, il a réussi à passer en Angleterre. Il a fait toutes les campagnes d'Afrique, toutes les campagnes de la libération de l'Europe. Puis il est reparti pour le Vietnam. Et puis quand il a été paludéen, un peu alcoolique, blessé, malade, il a été réformé, démobilisé. Une pension pas suffisante pour qu'il puisse vivre, mais il me dit qu'il est incapable de travailler, de rester dans un emploi, arriver à 8 heures du matin, rester jusqu'à midi, revenir à 2 heures, mais il ne peut pas. Et il me dit, me racontant les horreurs qu'il avait dû accomplir dans les corps à corps, dans les efforts pour crever les yeux à celui des deux qui le ferait le plus dans les batailles d'Asie. Et pleurant, il me dit: Père, ne me dites jamais plus de partir. Je ne savais que tuer. La vie, la société ne m'avait appris qu'à tuer. Et depuis que je suis là avec vous, je commençais à penser que peut-être, en bâtissant pour les familles sans logis, moi aussi je suis capable d'aimer. J'ai été parler aux camarades, je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit: on veut bien qu'il reste, mais il faut qu'il se fasse soigner. Quand il est sorti de l'hôpital, le médecin m'a dit: il est alcoolique. Il a très bien fait sa désintoxication, mais il ne pourra jamais tenir s'il n'est pas dans un groupe qui tout entier est abstinent de toute boisson alcoolisée. Car alors il retombera. Sa maladie lui a enlevé les cellules nerveuses qui lui permettraient de résister.
je l'ai dit aux camarades, et c'est alors qu'on a décidé que dans nos communautés, pour sauver le plus souffrant, on n'aurait plus jamais de boissons alcoolisées. Et quelques-uns même se sont engagés à devenir des abstinents absolus, pour que même dans les promenades, dans les temps libres, hors de la communauté, ils accompagnent celui qui ne peut pas boire un peu, qui doit être abstinent total, parce qu'il est trop blessé par ses malheurs. Et dans la plupart de nos communautés, cette abstinence est ainsi vécue pour sauver les autres. Ces communautés, elles ne sont pas composées de saints. Il y a souvent bien des misères. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, justement, c'est que quelque chose de tellement merveilleux est accompli par des gens pas merveilleux du tout. Pas moins bons que vous tous, pas meilleurs, comme les autres. Et maintenant, les communautés semblables, et il faudrait des heures pour vous en parler, se sont développées à travers tous les continents. Vous en avez dans votre pays du Canada, à Montréal, à Québec, à Hull, à Granby. Vous en avez dans la plupart des pays d'Amérique latine. Une communauté est en train de renaître à New York. Elle avait dû s'arrêter par la maladie du responsable. Des communautés existent dans tous les pays de l'Europe, en Extrême-Orient, en Indonésie, en Corée, au Japon, dans toute l'Amérique latine. Une est en train de se créer en Colombie. Je devrais m'y rendre probablement d'ici peu. Une est en Afrique, au Rwanda, une à Beyrouth, où n'ont pas cessé de travailler ensemble en plein combat atroce entre communautés des musulmans et des chrétiens, travaillant pour donner et venir au secours de tous. Ces communautés d'Emmaüs, elles sont une toute petite mais grande chose, parce qu'elles apportent au monde ce que le monde a besoin de voir possible. Vivre pour aimer, vivre pour que soient servis premiers les plus souffrants. Vous les jeunes, dites-vous bien que dans le monde nouveau qui en pleine crise est en train de se créer, selon que vous vivrez pour aimer ou pour prendre pour vous, vous allez être ou les plus malheureux ou les plus heureux qui aient jamais existé.